Bonjour, aujourd'hui on va faire le chapitre 9 qui est la signature numérique. Alors, une signature, elle a pour but principal d'authentifier l'identité de l'auteur d'un message et donne en général, en fait, une preuve de l'intégrité du message. Vous avez déjà fait signer des chèques probablement pour pouvoir retirer de l'argent. Vous avez vu que finalement, qu'est-ce qui se passe quand vous avez signé un chèque? C'est que le guichetier va vérifier votre signature avec la signature qu'il y a sur son système, et vérifier comme quoi, c'est bien la même. En même temps, il va vérifier votre identité grâce à votre carte d'identité et en voyant votre visage, en fait. Et donc les signatures numériques, en fait, vont essayer de reproduire la même chose, mais dans un monde numérique. Et pour cela, la signature numérique, qu'est-ce que c'est? Ce sont des données qui vont être ajoutées à un ensemble de données où il va y avoir l'utilisation de transformations cryptographiques d'un ensemble de données, et ce qui va permettre au destinataire euh, de prouver la source, mais aussi l'intégrité de la donnée et la protéger ainsi contre la contrefaçon par le destinataire ou par toute autre personne malveillante en cours de chemin. Donc, en réalité, la signature numérique, elle est là pour s'assurer de qui a signé le message ou qui a signé l'information ou la donnée, euh, et qu'elle vient bien de cette personne ou de cette entité. La plupart des algorithmes de signature numérique utilisent la cryptographie à clé publique. En effet, si on veut qu'on puisse vérifier un utilisateur, une signature, j'ai besoin d'avoir un élément qui va me permettre de faire le calcul inverse ou de refaire le calcul et de voir comme quoi la signature correspond. Euh, donc, sur le plan conceptuel, finalement, la façon la plus simple de signer un message va consister à chiffrer celui-ci à l'aide d'une clé privée. Et seul le possesseur de cette clé va être capable de générer la signature. Mais comme tout le monde peut avoir accès à la clé publique du signataire, alors tout le monde va pouvoir vérifier cette signature. Dans la pratique, cette méthode est peu utilisée à cause de sa lenteur. Parce que si on doit signer un message, et on sait que les messages, enfin, un message, un fichier, quel que soit l'élément qu'on doit signer, sa taille peut varier de quelques kilo-octets, voire quelques octets, à plusieurs mégaoctets ou plusieurs gigaoctets. Et là, si on devait utiliser l'algorithme, des algorithmes de chiffrement asymétrique directement sur ces données, ça va nous prendre un temps fou. Rappelez-vous que quand on avait vu la cryptographie asymétrique, on avait dit que l'un des inconvénients de la cryptographie asymétrique, c'est sa lenteur. Donc, une autre méthode utilisée pour signer va consister plutôt à calculer une empreinte du message à signer, donc le hash du message, et ensuite, on va utiliser l'algorithme de chiffrement asymétrique ou l'algorithme de signature, pour être plus exact, sur cette empreinte, sur ce hash, ce qui va nous réduire de manière significative le temps nécessaire pour la signature, puisque la fonction de hachage est une fonction qui est rapide et la quantité de données à chiffrer va passer de plusieurs mégaoctets ou plusieurs gigaoctets ou même plusieurs kilooctets à une donnée de euh, quelques, quelques centaines de bits. Euh, Donc, par exemple, si je prends SHA 256, l'empreinte, elle est sur 256 bits. Et donc, quand on va faire une signature là-dessus, on va avoir besoin de faire un calcul sur une empreinte de 256 bits, sur une donnée de 256 bits seulement, et non pas sur
la donnée d'origine qui peut être beaucoup plus grande que ça. Hem Et donc cette solution va être bien plus rapide que, la précédente qui était de, utiliser l'algorithme de signature ou de générer la signature directement sur le message et non pas sur l'empreinte du message. Donc on a eu finalement au courant des années, plusieurs protocoles de signature numérique qui, sont apparus. L'un des premiers protocoles de signature numérique, c'est la signature numérique à l'aide d'un cryptosystème à clé secrète et d'un arbitre. Donc là, ce protocole va utiliser un cryptosystème à clé secrète, donc ce qu'on a vu au chapitre 5, je pense, ou comme quand on a parlé de AES, etc. En d'autres termes, A et B vont utiliser une même clé pour signer un message et ils vont utiliser aussi un arbitre. Donc, dans ce cas-là, A va chiffrer son message en utilisant la clé secrète KA et envoie le résultat à l'arbitre. L'arbitre déchiffre avec KA et assemble au texte chiffré un avis. Donc, preuve qu'il a reçu un message de A. Puis il va envoyer le tout, donc le message plus l'avis, chiffré avec la clé secrète KB qu'il a entre lui, l'arbitre, et B. Donc B, quand il va recevoir ce message, il va déchiffrer le message et il est sûr, grâce à l'avis de l'arbitre, que le message provient effectivement de A. Alors vous imaginez bien que ça va être que ce protocole va être coûteux en termes de temps pour l'arbitre, car il doit chiffrer et déchiffrer les messages de toute paire de correspondants qui veulent s'échanger des messages signés. Et en plus de ça, l'arbitre doit être totalement sûr. Si sa base de données de clés secrètes était divulguée, ou compromise, toute signature deviendrait inutilisable. Et donc, ce protocole est en réalité un protocole purement théorique. Il n'a pas de sens dans la réalité de la vie, de notre monde. Un autre protocole de signature numérique qui a été proposé, c'est la signature numérique à l'aide d'un système à clé publique. Donc là, l'utilisation des systèmes à clé publique va avoir pour avantage que de procurer des méthodes permettant d'utiliser des signatures numériques. Et donc là, le protocole va être comme suit. A va chiffrer le message à l'aide de sa clé privée, puis il l'envoie à B, et B va utiliser la clé publique de A pour vérifier la signature. Alors, vous imaginez bien que ce protocole est bien meilleur que le précédent, puisqu'on n'a pas besoin d'arbitre, que les signatures numériques vont souvent contenir une datation ou un horodatage, donc qui veut dire la date plus l'heure, pour garantir qu'un même protocole ne sera pas joué par un des correspondants. Par exemple, c'est le cas où B, par exemple, copie le chèque signé et envoyé de A. Si la signature ne contient pas une datation, B peut apporter à nouveau le chèque à la banque qui va vérifier la validité de la signature de A et transférer l'argent d'un compte à l'autre, par exemple. Et avant de... Alors, il y a un autre problème à ce protocole que l'on va voir un peu plus tard, puisque c'est un problème qui va être commun à ce protocole et celui qu'on va voir par la suite. Donc, un autre protocole de signature numérique, c'est la signature à l'aide d'un cryptosystème à clé publique et d'une fonction de hachage. Donc, dans les applications pratiques, les algorithmes à clé publique sont souvent inefficaces pour signer de longs documents. Donc, pour gagner du temps, en fait, on va utiliser les protocoles de signature numérique vont utiliser des fonctions de hachage à sens unique avant de signer le hash ou le condensat ou le digest. Donc ici, si A veut signer un document, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord calculer le condensat ou le hash de ce document, puis il va signer à l'aide de sa clé privée le condensat et il envoie le document plus le hash signé à B.
quand B va recevoir cela, il va calculer le hash du document et il va utiliser la clé publique de A pour faire l'inverse en fait et retrouver la valeur du hash et puis comparer les deux valeurs, la valeur du hash calculée depuis le document et la valeur du hash calculée depuis le condensat signé. Et s'ils sont égales, ben, tant mieux, c'est que le document n'a pas été modifié. S'ils sont différents, c'est qu'il y a un problème dans l'intégrité du document. Donc la vitesse de ce protocole est beaucoup plus élevée que le précédent. Et comme la chance d'avoir deux documents avec la même empreinte est très faible, on est pratiquement sûr que la signature est faite sur le document en question et pas sur un autre. Alors, bien sûr, le choix de la fonction de hachage utilisée pour la signature est important. On n'utilisera pas un protocole de type MD5, par exemple. On aura tendance à utiliser des protocoles de style SHA-256, SHA 512, par exemple, pour le calcul du hash avant de faire d'apposer la signature. Ce protocole a plusieurs avantages. Donc, la signature peut être gardée séparément du document et l'espace de stockage des empreintes est beaucoup plus petit que celui des documents. Si on est né sur un document de 20 mégas, 100 mégas, 500 mégaoctets, et on va être quand même sur une signature qui va rester sur l'ordre de 512 bits si on utilise du SHA 512, par exemple. Donc, on voit bien que au lieu de devoir d'avoir une signature qui fait la même taille que le document, on a une signature qui a une taille relativement minime et négligeable en réalité. Alors, laissez-moi vérifier un truc. Oui. Un autre problème de ces protocoles de signature numérique, que ce soit celui-ci ou le précédent, c'est que il peut y avoir une personne X ou Y qui va au final qui va se faire passer pour A. Si on a Alice et Bob qui veulent communiquer, Alice veut signer un document, envoyer la signature du document et le document à Bob. Il peut y avoir une autre personne, par exemple Oscar, qui va prendre le document, le modifier, qui va être au milieu, donc il va faire une attaque de l'homme du milieu, qui va modifier le document, recalculer la signature et se faire passer pour Alice. Parce que la distribution de la clé publique d'Alice n'est pas, il n'y a rien qui permet de s'assurer, dans ce cas-là, que la clé publique d'Alice appartient bien à Alice. Avant de continuer sur comment solutionner ce problème, on va parler de finalement l'un des protocoles de signature numérique qui est la signature utilisant RSA. Donc la signature numérique en utilisant RSA va utiliser exactement le même algorithme que celui pour le chiffrement. La seule différence est dans l'utilisation de la clé privée pour signer et de la clé publique pour la vérification de la signature. Donc en fait, quand on chiffre un message ou bien on signe un message avec RSA, c'est les mêmes algorithmes qui sont utilisés. La seule chose qui est différente, c'est quelle est la clé qui va être utilisée. Dans le cas du chiffrement, on va chiffrer avec la clé publique et déchiffrer avec la clé privée. Dans le cas de la signature, on va signer avec la clé privée et vérifier la signature avec la clé publique. Donc, si Alice a pour clé privée, a pour en fait paire de clés, sa clé privée et sa clé publique, et elle veut m'envoyer un message à Bob, en signant ce message, la signature va se faire comme suit. Donc Alice va calculer le hash
du message, puis sur le hash du message, donc on va d'abord calculer le hash du message, puis sur le hash du message, on va apposer, donc on va faire à la puissance la clé privée d'Alice modulo n pour avoir la signature. Et ensuite, Alice va envoyer son message plus sa signature Y. Donc elle va envoyer M et Y à Bob. Et Bob va pouvoir faire la vérification en faisant d'un côté le calcul du hash du message. Donc il a reçu le message, il va faire le calcul du hash du message. Mais d'un autre côté, il va aussi il va aussi calculer l'inverse de la signature avec la clé publique d'Alice. Et donc, si Y à la puissance, la clé publique d'Alice mode n est égale à la valeur du hash du message reçu, alors il va pouvoir s'assurer de deux choses. Comme quoi le message n'a pas été modifié, comme quoi le message a été intègre, mais aussi comme quoi l'expéditeur ou l'expéditrice, c'est bien Alice. Donc, on verra ça à la fin de la série de TD numéro 6, je pense, ensemble en TD. Donc, en final, je vous ai dit comme quoi l'un des problèmes qui se pose dans tous les protocoles qu'on a vus qui utilisent les clés publiques, c'est l'absence de moyens pour s'assurer que la clé publique d'Alice appartient bien à Alice et qu'il n'y a pas un imposteur qui se fait passer pour Alice. Et c'est là que les infrastructures à clé publique ou PKI pour Public Key Infrastructure sont apparues. Donc ces infrastructures, c'est un ensemble de composants physiques, de procédures humaines et de logiciels en vue de gérer le cycle de vie des certificats électroniques. Vous avez déjà vu les certificats électroniques au courant de votre utilisation d'Internet, hein? Si vous êtes, si vous, si vous avez déjà ouvert un site web avec HTTPS, et vous l'avez sûrement déjà fait auparavant, tous ces sites web qui utilisent HTTPS sont des sites web qui vont utiliser des certificats électroniques, et ces certificats électroniques vont posséder finalement à l'intérieur des informations qui vont permettre d'assurer à la personne qui se connecte à ce site web que ce certificat, que ce site web appartient bien à, en fait, que cette clé appartient bien à ce site web, grosso modo. Et donc, les infrastructures à clé publique vont avoir plusieurs composants. On a une autorité de certification, c'est celle qui va signer les demandes de certificat et les listes de révocation. On a l'autorité d'enregistrement, c'est celle qui va créer les certificats et effectue les vérifications d'usage sur l'identité d'un utilisateur final. Donc en fait, si je veux créer un certificat, je vais aller vers une autorité d'enregistrement et je vais lui demander, je vais lui donner mes informations, etc. Et c'est cette autorité qui va faire les vérifications et qui va ensuite, si les vérifications sont bonnes, elle va envoyer à l'autorité de certification qui va, elle, signer les certificats et ainsi de suite. Ensuite, on a l'autorité de dépôt. Donc, l'autorité de dépôt, c'est elle qui va stocker le certificat numérique ainsi que les listes de révocation. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'est-ce que c'est qu'une liste de révocation. Une liste de révocation de certificats, c'est une liste qui va avoir tous les certificats qui ne sont pas encore périmés. Donc la date de péremption, d'expiration si vous préférez. La date d'expiration n'est pas encore arrivée, mais ils ne sont plus valides.
Donc ces listes de révocation vont se retrouver dans l'autorité de dépôt, en même temps que les certificats numériques. On va avoir l'entité finale, c'est celui qui utilise le certificat, et on a l'autorité de séquestre. Alors l'autorité de séquestre, c'est une autorité qui va stocker de façon sécurisée les clés de chiffrement créées par les autorités d'enregistrement pour pouvoir les restaurer. Néanmoins, cette autorité de séquestre, elle n'est pas ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver partout, dans toutes les PKI. Beaucoup de PKI n'auront pas cette autorité. Et donc, ils ne vont pas avoir un double de vos clés, de la clé privée, en réalité. Donc, au final, si je veux avoir un certificat, qu'est-ce que je vais faire? Je veux certifier une paire de clés publiques privées pour dire que ces clés publiques privées m'appartiennent à moi, Kenza. Euh, je vais aller à l'autorité d'enregistrement avec ma paire de clés et avec des documents attestant que c'est moi. Cette autorité d'enregistrement va vérifier la validité des informations. Alors, selon le type de certificat qui est demandé, la validation va être plus ou moins poussée. Mais bon, grosso modo, c'est ça, quoi. Et donc, à ce moment-là, une fois que l'autorité d'enregistrement a vérifié les informations que je lui ai données et qu'elle a mis son OK sur ces informations-là, elle va l'envoyer au niveau de l'autorité de certification et cette autorité va signer le certificat. Puis, en fait, elle va générer et signer le certificat. Elle va envoyer ce certificat au, propriétaire de cette paire de clés, mais elle va aussi envoyer le certificat à l'autorité d'enregistrement. Ensuite, quand je veux signer quelque chose de manière numérique, donc imaginons qu'il y a un document que je veux signer numériquement, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais envoyer ce document, que j'ai signé le document, j'ai calculé le H, j'ai signé le H, j'ai envoyé le document plus la signature, celui qui va recevoir le document et la signature, il va pouvoir, plus le certificat, il va pouvoir vérifier le certificat auprès de l'autorité euh, en fait, grâce à l'autorité de dépôt. Grâce à l'autorité de dépôt. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ce certificat à l'autorité de dépôt, il va vérifier comme quoi ce certificat est valide et qui ne fait pas partie, qui n'est pas dans une liste de révocation. Alors, il y a une autre manière de vérifier la validité des certificats. On a l'utilisation des CRL, mais on a aussi l'utilisation de certains types de protocoles pour la vérification des certificats. Et c'est, ah, je crois, normalement ça commence par un O. Euh, Oui, OCSP. Donc, Online Certificate Status Protocol. C'est une autre manière de s'assurer du statut d'un certificat. Euh, et la différence entre les CRL et l'OCSP, c'est que l'OCSP va avoir une requête, en fait, des requêtes et des réponses qui vont être plus petites et plus rapides que les CRL, et ils peuvent offrir des informations qui sont en temps réel,
par rapport à au statut de révocation d'un certificat. Contrairement au CRL qui généralement vont être, enfin, c'est une liste, donc ça va être beaucoup plus grand et elles ne sont pas mises à jour. Elles sont mises à jour régulièrement, mais pas forcément en temps réel, en réalité. Et donc les certificats numériques, qu'est-ce que c'est? En fait, on va avoir plusieurs types de certificats, mais grosso modo, on va avoir des certificats de signature et des certificats de chiffrement. Les certificats de signature sont utilisés pour signer des documents ou authentifier sur un site web, et les certificats de chiffrement sont faits pour chiffrer, en d'autres termes. Alors, le standard qui est finalement utilisé pour les certificats, c'est le standard X509. Alors, X509 est un standard qui définit le format des certificats à clé publique. Et les certificats X509 sont utilisés pour différents protocoles sur Internet, comme TLS, SSL, mais pas que. Donc le X509 contient une clé publique et une identité. Il est soit signé par une autorité de certification, ou bien il est auto-signé. En plus du format du certificat, le standard spécifie aussi les listes de révocation de certificats comme une manière de distribuer les informations des certificats qui ne sont plus valides. Donc, on retrouve trois versions du X509. La dernière, c'est la V3. Et les informations qui vont se retrouver dans les différentes versions vont être les suivantes. Alors, d'abord, on a le numéro de version, puis un numéro de série, puis un algorithme de signature de certificat, un DN du délivreur, donc le nom, finalement, le nom unique de celui qui a délivré le certificat, la validité, pas avant une date et une heure, et pas après une date et une heure. Le nom de l'objet du certificat, du propriétaire du certificat. L'information sur la clé publique, donc quel est l'algorithme de la clé publique, et la clé publique du sujet. Alors, tout ça va se retrouver dans les trois versions. Maintenant, ce qui a été rajouté dans la version 2, c'est l'identifiant unique du délivreur et l'identifiant unique du détenteur du certificat. Ces informations-là vont se retrouver aussi dans la version 3. Et dans la version 3, on va trouver des extensions. Et pour finir pour le certificat est signé par l'autorité de certification. Donc, on va retrouver la signature des informations précédentes par l'autorité de certification. Donc, si on prend un exemple, euh, ça, c'est grosso modo un exemple de certificat X509. On va voir plus en détail, élément par élément. Hein. Là, c'est tout petit. Mais vous avez plusieurs informations. Vous avez des informations, une partie data, une partie signature algorithms, en fait, tout ce qui est relatif à la signature, etc. Et, et à l'intérieur, on va avoir finalement qui c'est qui a produit ce certificat, quand ce qui est la date de validité, le sujet, les informations sur la clé publique, les extensions pour X509 V3, et ensuite à la fin l'algorithme de signature et la signature. Donc si on voit les éléments un par un, pour ce certificat, on va avoir d'abord la version. Ici, on vous dit que c'est la version 3. En d'autres termes, alors c'est 2 en hexadécimal parce que la version 1 c'est 0 et puis la version 2 c'est 1 et donc la version 3 c'est 2. Puis un numéro de série pour le certificat. Ensuite, on a l'algorithme de signature. Donc ici, ce qui est utilisé, c'est l'algorithme de hachage
SHA 256 qui est ensuite chiffré avec l'algorithme de chiffrement RSA. La signature va être pour cela un mix entre SHA 256 et RSA. Ensuite, qui c'est qui a produit ce certificat? On vous dit comme quoi c'est Global Sign Organizations Validation CA. La validité pas avant telle date. Ici, c'est le 21 novembre, 8 heures du matin 2016, heure GMT. Et pas après le 22 novembre, 7h59 minutes, 59 secondes, 2017, heure GMT. Donc, là, c'est un certificat qui a une durée de validité d'une année exactement. Le sujet, enfin d'une année. Le sujet ici, donc, à qui appartient le certificat? Le certificat, c'est pour qui? Il est pour Wikimedia Foundation. Et donc, vous allez voir comme quoi ici, ça va permettre, c'est un certificat qui va être utilisé par tout ce qui est étoile.wikipedia.org. Donc, on aura ensuite des informations sur la clé publique du sujet, donc de Wikipédia en fait. Quel est l'algorithme qui est utilisé? C'est IDEC Public Key. Ensuite, vous avez la clé publique, elle est sur 256 bits. Et c'est ça son information. Ensuite, alors ici, c'est un algorithme de chiffrement à clé publique qui utilise les courbes elliptiques. Et c'est pour ça que vous allez trouver ici comme quoi la courbe qui a été utilisée, c'est la courbe du NIST, c'est la courbe P256 de NIST. NIST c'est pour National Institute Standard quelque chose. Je vais vérifier juste le nom rapidement. Yeah, National Institute of Standards and Technology. Donc, c'est un institut de standards et de technologie américain. Voilà. Ensuite, là, on va retrouver toutes les extensions relatives à X509V3. Donc, l'utilisation de la clé critique, cette clé est utilisée dans la signature digitale et dans l'agrément, donc agrément de clé pour alors, comment on dit ça en français? On dit alors. Ouais, pour l'accord de clé. Pour se mettre d'accord sur une clé de session, en fait. Ensuite, des informations sur l'autorité de certification. Donc, on vous dit comme quoi l'autorité de certification va avoir finalement son certificat va être ici. Et ensuite, pour utiliser OCSP, on peut voir avec cette URI. Puis, les politiques du certificat, on vous donne des informations, et plein d'autres éléments sur finalement comment on peut utiliser ce certificat, où est-ce qu'on peut retrouver la liste de révocation des CRL, donc le CRL pour cette autorité de certification va se retrouver à ce niveau-là. C'est ça l'URI pour y accéder. Quels sont les noms de sujets alternatifs à part wikipedia.org? On va retrouver donc étoile.wikipedia.org, étoile.m.mediawiki.org, étoile.m.wikibooks.org et ainsi de suite.
Donc on a toute une liste, d'éléments qu'on va pouvoir retrouver qui sont utilisés par ce certificat. Alors pourquoi? Parce que en fait, c'est un type de certificat qui peut être utilisé dans ce cas-là. Si vous cherchez un peu plus dans les types de certificats, vous allez voir qu'on a, je crois, 4 types bien particuliers de certificats, si mes souvenirs sont bons. Et selon ce qu'on cherche à avoir, pourquoi on va l'utiliser? On va utiliser un certificat ou un autre, bien sûr. Un type de certificat ou un autre. Ensuite, on vous dit comme quoi l'utilisation de ces clés peut être utilisée pour tout ce qui est TLS Web Server Authentication et TLS Web Client Authentication, donc authentification serveur web TLS et authentification client web TLS. Et on vous donne l'identifiant du sujet et l'identifiant donc Authority Key Identifier de l'autorité. Et puis, l'algorithme de signature du certificat en lui-même, qui est SHA 256 avec RSSA, et finalement, la signature du certificat, la valeur de cette signature. Donc, ça c'est un certificat d'une entité finale. Si on regarde les certificats de l'autorité de certification qui a émis ce certificat-là en particulier, eh ben, on va voir qu'il y a il y a quoi comme information? Toujours la version, le numéro de série, qui c'est qui a signé ce certificat? Ici, ce sera Global Sign Root, CA. La date de validité, la durée de validité, depuis pas avant et pas après. À qui appartient ce certificat? Ici, c'est Global Sign Organization Validation. Puis les informations sur la clé publique, la clé publique. L'algorithme de clé publique, c'est RSA. La clé publique, elle est sur 2048 bits. Le modulo, l'exposant. Donc, si vous vous rappelez RSA, là, le modulo, c'est le N, quand on disait mode N. L'exposant, c'est le E, donc la clé publique. Et différentes informations sur le certificat. Les extensions relatives, donc toujours la même chose, on va retrouver à la fin l'algorithme de signature qui a été utilisé pour signer le certificat et finalement la valeur de cette signature. Et ensuite, on va retrouver, donc là, si on voit bien, la signature a été faite par Global Sign Root CA pour Global Sign Organization Validation CA. C'est pas la même organisation. C'est un CA qui est intermédiaire. Et si on regarde là, c'est un certificat. On est toujours sur un certificat Racine? Non. Là, c'est un certificat Racine, d'un CA Racine, donc d'une autorité de certification Racine. Et on va avoir la version, le numéro de série. Par contre, si vous regardez bien ici, celui qui a signé le certificat, c'est celui qui possède le certificat. C'est le sujet du certificat. Donc, en fait, c'est un certificat qui est auto-signé. Si celui-là n'est pas auto-signé, celui-là, il n'est pas auto-signé. Celui-là aussi, il n'est pas auto-signé puisque Wikipédia, c'est un certificat de Wikimedia
Wikimedia Foundation, et il est signé par Global Sign Organization Validation CA. Donc, il n'est pas auto-signé, et si vous regardez ici, une autre information qu'on vous dit, c'est que ce n'est pas un certificat d'une autorité de certification. Ici, on vous met CA false. Alors que pour ce certificat qui est un certificat d'une autorité de certification, on va regarder ici dans les Basic Constraints, CA True. Donc, c'est bien une autorité de certification. Et dans le suivant, c'est aussi une autorité de certification, mais en plus d'être une autorité de certification, c'est l'autorité de certification Racine. En d'autres termes, c'est cette autorité qui va signer son propre certificat. Et donc, si on veut valider une chaîne de certificats, on a la manière suivante, c'est quoi? C'est ce que je viens de faire d'une certaine manière. Alors, la première chose que je vais voir dans une chaîne de certificats, c'est une liste de certificats qui va être généralement qui va commencer par le certificat de l'entité finale. Dans l'exemple précédent, c'était Wikimedia Foundation, c'était son certificat, et qui va être qui va être suivi par un ou plusieurs certificats d'autorité de certification. Si vous revoyez juste avant, vous aviez deux autorités de certification, les certificats de deux autorités de certification, l'une qui est intermédiaire et l'autre qui est racine. Et donc, le certificat d'autorité de certification racine, c'est le dernier, et c'est un certificat qui est autosigné. Donc, cette chaîne va posséder les propriétés suivantes pour qu'elle soit valide. Le délivreur de chaque certificat, à part le dernier, à part l'autorité de certification racine, le certificat de cette autorité, est le même que le sujet du certificat suivant dans la liste. Donc, si vous regardez les trois certificats qu'on avait vus, le certificat de Wikimedia Foundation avait été signé par Global Sign Validation, je sais plus quoi. Après, l'autorité, le certificat suivant, le sujet, donc à qui appartient le certificat, c'était à Global Sign Validation. Et il était signé par qui? Par Global Sign Root, CA. Donc, et ensuite, le dernier certificat, qui est le certificat de Global Sign Root CA, est auto-signé. Donc, chaque certificat est supposé être signé par la clé secrète correspondant au certificat suivant dans la chaîne. Et le dernier certificat dans la liste est une encre ou un socle de confiance. Donc, un certificat auquel vous faites confiance car il a été délivré de manière sûre. On est obligé d'arriver à un point où on ne peut faire autrement que faire confiance à une autorité, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas d'autre manière pour faire fonctionner jusqu'à présent. Donc, une chaîne de certificats sert à vérifier que la clé publique ainsi que les informations contenues dans le certificat appartiennent bien au sujet. Et le chaînage des certificats va permettre de valider un certificat qui peut faire partie de deux chaînes différentes. Donc, maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la cross-certification. Le problème qui se pose, c'est que moi, en tant qu'utilisateur, je ne vais pas pouvoir forcément faire connaître toutes les autorités de certification en route et faire confiance à toutes ces autorités-là. Donc, il y a eu un moyen qui a été créé pour faciliter le travail. Et donc, afin de rendre les certificats des utilisateurs existants dans le PKI 2 de confiance dans le PKI 1, qu'est-ce qui va se passer? CA1
va générer un certificat CERT-2.1, donc cette autorité de certification va générer ce certificat CERT-2.1 à OCA2, ce qui va permettre finalement aux utilisateurs qui ont confiance au PKI 1 de pouvoir s'assurer des certificats qui ont été signés par le CA2 grâce au chemin certificat de l'utilisateur, ensuite certificat CA2 mais du CA2 mais celui qui a été signé par CA1 et ensuite le certificat de CA1. Comme les utilisateurs de la PKI 1 font confiance au CA1, ils vont pouvoir vérifier toute cette chaîne en allant de l'utilisateur 2, du certificat de l'utilisateur 2, au certificat du CA2 qui a été signé par CA1, au certificat auto-signé de CA1. Et si par contre je fais confiance au CA2, je suis un utilisateur de la PKI 2, je n'ai pas besoin de passer par là. Je vais pouvoir valider le certificat d'un utilisateur de la PKI 2 en vérifiant la chaîne CERT de l'utilisateur plus certificat auto-signé du CA2. Même chose dans le sens inverse. Donc, si je fais partie du PKI 2 et que je vais vérifier le certificat d'un utilisateur qui fait partie du PKI 1, qu'est-ce qui va se passer? Je vais plutôt passer par ce chemin pour la validation que par ce chemin, puisque je n'ai pas de relation de confiance directe avec CA1. La relation de confiance que j'ai avec CA1 en étant utilisateur du PKI 2, c'est grâce à ce lien. Donc la vérification d'un certificat va se faire grâce à l'algorithme à clé publique et les paramètres sont vérifiés. Donc la validité du certificat est vérifiée en rapport avec la date et l'heure actuelle. Vérifier le statut de révocation grâce au CRL ou bien en utilisant le protocole OCSP, par exemple, pour s'assurer que le certificat n'est pas révoqué. S'assurer que le nom du délivreur doit être égal au nom du sujet du certificat suivant dans la chaîne, que la longueur de la chaîne ne doit pas dépasser la longueur maximale de chaîne possible. Et si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, vous pouvez vous référer à la RFC 5280 et la RFC 6818. Et ce sera tout pour le cours et on aura fini le cours ensemble.